Le grand entretien, Marie Falicon. On me coupe la chic, Marie. Censure, Vous êtes censure. en forme. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. L'heure est à la rentrée dans les différents partis politiques. Alors si Emmanuel Macron et son gouvernement démissionnaire sont encore indécis, la droite a pris les devants. Éric Ciotti était à Levens, dans les Alpes-Maritimes, samedi, pour annoncer la création de l'UDR, l'Union des droites pour la République. Et Marine Le Pen, de son côté, prévoit une grande rentrée parlementaire dimanche prochain, 8 septembre, dans sa ville d'Hénin-Beaumont. Pour ce grand entretien politique, nous recevons Julien Argenteau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de la droite, de la France, de l'avenir de nos institutions. Il y a 3 mois, Julien Argenteau, vous étiez encarté Les Républicains. Puis à la dissolution, vous avez rejoint l'Union de la droite aux côtés d'Éric Ciotti. Vous étiez candidat en 2022 dans la 2e circonscription du Var, remportée par Laure Lavalette. Et cette année, vous avez choisi de vous engager à ses côtés. Vous vous êtes désisté pour soutenir sa candidature et vous êtes devenu son suppléant. Alors j'aimerais d'abord revenir sur cette scission de juin dernier au lendemain des européennes. Est-ce que vous pourriez rappeler pour nos auditeurs votre parcours et votre motivation à suivre l'Union des droites avec Éric Ciotti et Laure Lavalette ? Écoutez, déjà, je vous remercie pour cette invitation une nouvelle fois. Moi, j'avais commencé à m'engager il y a bonne douzaine d'années, à l'époque de Nicolas Sarkozy. J'ai suivi le parcours un petit peu du militant Les Républicains classiques. À côté, j'ai développé mon entreprise qui m'a toujours donné une certaine liberté de parole et d'action parce que je suis convaincu que pour faire de la politique, il faut être indépendant du système. Il faut avoir des sources de revenus complémentaires et totalement indépendants du système politique. Moi, j'ai toujours été quelqu'un plutôt de souverainiste. Il y a un vrai courant souverainiste chez LR. Donc souverainiste patriotique, qui était incarné pendant longtemps par Julien Aubert, avec son mouvement Oser la France. Donc j'ai adhéré pendant des années. Je suis toujours d'ailleurs responsable départemental de la section Oser la France. Donc c'est vrai que quand il y a eu cette possibilité de ralliement, quand le président Éric Ciotti me l'a proposé, après avoir consulté ma base, les militants de ma circonscription qui m'ont toujours soutenu aussi sur mes candidatures personnelles, on s'est tous mis d'accord pour foncer parce que c'était, je pense, un gage d'avenir et un gage de renouveau et une attente forte de l'électorat de la droite, cette union. Alors gage d'avenir, pourquoi vous aviez un sentiment d'être plus représenté justement chez les Républicains ? Vous citiez notamment Julien Aubert et d'autres. Pourquoi est-ce que le canal historique LR ne vous représentait plus ? Je crois qu'il y a vraiment un gros paradoxe chez les Républicains aujourd'hui entre, d'une part, en fait, la représentation nationale, avec tous les chapeaux à plumes que l'on connaît maintenant, que l'on ne va plus citer, mais les éternels Pécresse, Barnier, les Hortefeux, les Copé, qui prônent une alliance ou un rapprochement tacite ou pas avec la Macronie, et en fait, qui n'incarnent plus au niveau national, je pense, ce qu'attendent l'électorat de droite, qui déconnectés totalement parce qu'ils sont devenus un petit peu des vieux notables. Et je fais bien la différence avec les LR locaux, parce que nous avons encore chez LR un ancrage fort localement, des présidences de départements, de régions, des maires, des élus départementaux. Donc c'est vrai que localement, LR reste un parti intéressant et un parti fort, car il a une base solide d'élus locaux. Au niveau national, par contre, il n'y a plus d'incarnation des idées de l'électorat de droite. Et alors quelqu'un comme par exemple François-Xavier Bellamy qui était tête de liste en 2019 puis en 2024, vous avez cité la plupart des ténors. Je peux penser à lui qui reste apprécié par une certaine partie du paysage de la droite française. Est-ce que vous avez compris son choix ? Est-ce qu'un dialogue avec lui, avec ses équipes ont été possibles à l'époque ? Alors, j'ai pu discuter avec certains membres de ces équipes. Il faut savoir qu'une semaine avant, je le recevais à Toulon. François-Xavier Bellamy, Oui. c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et c'est vrai que c'est un garçon qui est extrêmement intelligent, courtois, mais en même temps qui est capable de faire preuve d'une grande fermeté lorsqu'il le faut. C'est quelqu'un, je pense, qui saura au moment venu faire les bons choix, en tout cas je l'espère, car en effet, François-Xavier Bellamy incarne bien, je pense, la ligne que prône Éric Ciotti, et il faut qu'il arrive peut-être à se départir. On sait que c'est pas évident, mais à un moment la politique c'est aussi du courage, à se départir peut-être de certains oligarques LR qui l'en empêcheraient, quoi. Et alors ce samedi 31 août, vous avez fait votre rentrée politique à Levens dans les Alpes-Maritimes. Votre président, Éric Ciotti, a appelé à la renaissance de la France, de la droite plus précisément, par le lancement de l'UDR, l'Union des droites pour la République. Alors quelle est la vocation de ce mouvement ? Alors l'UDR, en fait, c'est un mouvement qui avait été fondé
en 1967 par le général de Gaulle. Alors, moi, je suis pas partisan à chaque fois d'exhumer le général pour qu'on le laisse reposer à Colombey-les-Deux-Églises. Je pense qu'il est bien là-bas. Mais c'est un symbole. C'est le prédécesseur du RPR, l'UDR. Et l'UDR, aujourd'hui, euh, par le prisme de son président Éric Ciotti, veut incarner une droite qui parle avant tout à la France qui travaille, aux classes moyennes, à ceux qui doivent contribuer à tout mais n'ont pas le droit à grand-chose, aux patrons de PME, de TPE. Éric Ciotti a beaucoup insisté là-dessus en disant nous allons refonder un mouvement de droite populaire. Et c'est quand même la première vocation à la base de l'UMP, du RPR, c'était d'avoir cette belle droite populaire capable d'unir à elle tous les partisans de la France. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le challenge que se fixe Eric Ciotti. Et moi, je suis heureux de faire partie de cette aventure. Et on va travailler à cette union avec nos alliés, évidemment, dont le Rassemblement national. Et nous sommes aujourd'hui dans de bonnes dispositions, je pense, pour préparer une alternance concrète et solide pour l'avenir. Et justement, cette alternance se prépare avec le Rassemblement national. Vous parliez de droite populaire. C'est vrai que chez les Républicains, cette catégorie disparaissait un peu dans les adhérents, alors qu'elle est très présente au Rassemblement national. Justement, la vocation d'Éric Ciotti, c'est ça, c'est de faire un Rassemblement national républicain, on va dire. Non, je pense que c'est pas l'idée n'est pas forcément de copier le Rassemblement national, mais c'est de reparler à cet électorat que nous avons un peu trop occulté en devenant par LR un parti un petit peu comme je disais tout à l'heure, un parti de notables et moins un parti populaire et accessible. Voilà. Et évidemment, l'idée première, c'est de pouvoir justement redorer un petit peu le blason de cette droite-là. Voilà. Après. C'est un challenge immense. Il y a beaucoup de travail. L'espace politique est actuellement quand même assez particulier sur l'aile droite. Donc, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir des alliés de qualité. Je pense qu'il va falloir aussi que l'on s'associe, que l'on compte sur eux, mais ils pourront compter sur nous et sur notre expérience locale, notre ancrage, nos candidats, pour venir renforcer leur rang sur les échéances qui s'annoncent. Hein. Il y a des départementales, des municipales et des régionales. Je pense que avec le soutien de l'UDR, il y aura certainement des belles conquêtes à faire. Alors j'allais justement vous demander quelles seront vos missions au niveau local. Vous parliez notamment là, des municipales, départementales, régionales. Est-ce que pour vous, c'est des échéances importantes ? Oui, nous, de toute façon, même la culture de ma famille politique a toujours été celle-ci, c'est-à-dire l'ancrage local. On considère évidemment qu'il n'y a pas de politique sans ancrage local. C'est l'élu du quotidien qui est au contact des administrés, qui bien généralement aussi, ce qui est mon cas, travaille à côté, a des activités professionnelles et donc qui n'est pas déconnecté de la réalité des Français. Ce travail-là, il faut le poursuivre, il est très important. Et je crois vraiment que l'UDR, justement, est en train de rassembler beaucoup d'élus locaux. Peut-être un peu moins des barons, peut-être un petit peu moins de personnalités nationalement très médiatisées, ou du moins plus médiatisées. Mais moi, je pense que le plus important, c'est l'élu local, celui qui arrive à faire le plus un autour de lui, à convaincre, à expliquer, à discuter, à prendre le temps. C'est pas celui qui monte dans sa voiture pour aller à l'aéroport puis qui revient à son bureau, quoi. Oui, le dessous de l'iceberg est important. Vous parliez Voilà. à l'instant de l'union des droites. On a compris des droites pour la République. On a compris toute la symbolique que ça avait, une référence au général de Gaulle. Est-ce que le signal est aussi que les LR sont morts finalement ? Pour moi, je pense que la marque LR est morte. Après, je ne souhaite pas, évidemment, la mort de LR parce que j'y ai passé presque 15 ans et que c'est une famille politique qui incarne quand même des valeurs que je partage en grand nombre. Mais pour moi, la marque LR est morte. Et en fait, c'est malheureux parce qu'il y a eu une vraie prise en otage par l'aile centriste du parti depuis une dizaine d'années qui nous a conduit à ce résultat avec une porosité trop importante d'une part de nos élus, notamment en Île-de-France avec la Macronie. Et aujourd'hui, nous en payons le prix. Je souhaite que, évidemment, aujourd'hui, il y a une scission au sein de LR. Moi, je suis un utopiste et un fervent partisan de l'union et de l'addition. Donc, je souhaite évidemment
une réconciliation à terme, mais aujourd'hui, ce n'est plus possible et aujourd'hui, la marque LR est définitivement morte pour moi. Et alors, est-ce que vous pensez que certains députés, notamment européens, je pense, pourraient se raviser? Est-ce qu'on peut espérer qu'ils se ravisent, notamment au vu des résultats du 9 juin dernier, avec cette droite française surreprésentée à l'Europe, avec la victoire de Jordan Bardella, mais aussi les différents groupes de droite aujourd'hui, quand on les additionne, on comprend qu'ils sont plus nombreux que le PPE. Or, la raison pour laquelle François-Xavier Bellamy et ses équipes restaient au PPE, c'était que c'était le groupe majoritaire, le plus important, donc on pouvait discuter avec Ursula von der Leyen. Aujourd'hui, on voit que c'est plus le cas, que la droite européenne a fait un raz-de-marée en Europe. Est-ce qu'on peut espérer justement que Nadine Morano, François-Xavier Bellamy, etc., puissent se raviser au vu des résultats? Alors, je sais pas si ils vont se raviser, s'ils vont quitter le PPE, parce que, comme vous l'avez dit, la vision de François Bellamy en la matière, ça a toujours été de défendre le fait que, justement, en étant à l'intérieur du parti qui gouverne l'Europe, il y a moyen de trouver des accords et de ne pas laisser tout et n'importe quoi se faire. Ouais. Maintenant, évidemment que ça grince des dents. Je pense à nos nouveaux députés européens, je pense au général Gomard, je pense à Céline Imar, agricultrice, qui est dans le Tarn, qui représente cette France qui travaille. Je pense que eux, par contre, intuitu personae, ce sont des élus qui doivent s'interroger. Ce sont des gens de bon sens et dotés de beaucoup d'expérience de la vie du quotidien. Ce sont de nouveaux élus. Je pense qu'eux, peut-être, sont dans la réflexion. Mais Peut-être, d'ailleurs, je sais pas. si je ne me trompe pas, en juin dernier, il était question que Céline Imar et Christophe Gomard, justement, suivent Éric Ciotti. Alors, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, on va se renseigner, mais effectivement, vous avez raison de citer ces deux députés, parce que la réflexion est bien là chez eux. Au sujet donc de cette grande droite populaire de l'UDR, est-ce que d'autres personnes seront concernées par cette union? Est-ce que par exemple un rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan, bon, même s'il n'est plus député, mais quand même Marion Maréchal, ou d'anciens LR, d'autres personnes de la droite pourraient être concernées? Vous parliez de Julien Aubert par exemple tout à l'heure. Écoutez, là, c'est un nouveau mouvement. Forcément, des discussions vont s'ouvrir. Il va y avoir une période sur laquelle on va devoir consolider la base de ce mouvement. Mm. Il va y avoir des personnes à aller convaincre, c'est normal. Et moi, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il faut laisser euh, la porte ouverte au dialogue. Je veux dire, c'est justement parce que LR s'est replié sur lui-même en se notabilisant dans sa tour d'ivoire que LR est arrivé à faire des scores ridicules au niveau national. D'accord. Donc, il ne faut pas répéter cet écueil. Il faut être dans la discussion. Après, malheureusement, là, par rapport à la question que vous venez de me poser, je ne peux pas vous donner une réponse précise et exacte parce que le mouvement est trop frais, trop récent. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'il y a une volonté du président Éric Ciotti d'être en rupture totale avec ce qui se faisait auparavant et donc d'être en dialogue le plus ouvert possible avec l'ensemble des protagonistes. Oui, en tout cas, les Français, la droite française, je pense, attend vraiment à ce que les égos soient mis de côté en politique pour que l'union puisse évidemment aboutir. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin parce que vous avez vraiment un parcours inédit. Vous êtes le seul suppléant, je crois, issu des Républicains à vous être désisté au profit de la candidate du Rassemblement national en face. Oui, on est la seule circonscription de France à être dans cette configuration. Et alors aujourd'hui, où va votre allégeance? Est-ce que vous êtes membre donc de l'UDR? Vous avez adhéré? Vous êtes membre du groupe à droite d'Éric Ciotti? Ou bien un rapprochement avec le Rassemblement national n'est pas fermé pour la suite, les prochaines échéances? Moi, en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement loyal et fidèle. Éric Ciotti, c'est quand même lui qui m'a permis d'exister chez LR. C'est lui qui m'a fait confiance sur toutes les candidatures que j'ai pu mener sur mon nom. Donc, évidemment, ma loyauté reste auprès du président Éric Ciotti. D'accord. J'ai adhéré nouvellement à l'UDR. Mais c'est vrai que chez des confrères à vous, il n'y a pas longtemps, je disais que justement, moi, je crois fermement qu'il faut arrêter avec, vous savez, la pression des objecteurs de conscience qui veulent vous dire, alors là, il faut y aller, là, il faut pas y aller, oh là là, tu te rends compte ce que tu fais, trahison, etc. Moi, vous savez, ça m'atteint pas, j'ai 31 ans, je suis chef d'entreprise, je travaille au quotidien, l'argent public qui est dépensé par nos élus, ce sont mes impôts en partie qui le créent. J'ai pas de complexe par rapport à ça, je fais mes choix librement. Mon allégeance va à Éric Ciotti, mais surtout mon allégeance va à la France, va aux Français, va aux électeurs, va au peuple de droite, mais au peuple de France de manière générale. Et moi, je serais honoré d'en être un serviteur et de continuer à poursuivre le travail engagé. Et je me réjouis vraiment totalement de cette union des droites.
Et pour moi, je pense que nous allons, avec le Rassemblement national, engager un très très bon travail. Et d'ailleurs, les équipes du Rassemblement national m'ont fait un accueil très chaleureux. Et je remercie d'ailleurs aussi Laure Lavalette, son équipe, mais l'ensemble aussi des adhérents, parce qu'on a réussi à faire une campagne, c'était magnifique. Vous aviez des adhérents LR sur les marchés qui tractaient pour nous avec les adhérents du RN, etc. Des choses qu'on n'a jamais vues Mm. avant. Donc c'est vrai que moi j'aime cette synergie qui est en train de se créer et je pense qu'elle est source d'espérance. Oui, il y a vraiment un déclic qui s'est fait, on le comprend bien. Et alors, vous allez donc peut-être servir d'intermédiaire, vraiment de pont entre le groupe à droite et le Rassemblement national. C'est assez intéressant. Et quel sera justement pour vous l'avenir du groupe LRRN à l'Assemblée? Alors, on a entendu certains qui disaient c'est un groupe apparenté, d'autres un groupe indépendant, certains encore qui disaient ils seront absorbés. Bon, on comprend bien qu'ils ne le sont pas, absorbés, hein. Mais tout de même, est-ce que vous savez s'il y aura des consignes de votre commune? Est-ce que c'est souhaitable? Parce que justement, l'union fait la force, ou bien vraiment une indépendance entre les deux groupes à l'Assemblée? D'abord, il y a un constat. Aujourd'hui, le groupe UDR et le groupe RN partagent sur deux tiers de leur programmation les mêmes idées, que ce soit sur l'immigration, que ce soit Mm. sur l'éducation de nos enfants, que ce soit en matière de pouvoir d'achat. Alors évidemment, il y a des moments où on ne pourra pas être d'accord sur tout. Notamment, bon, bah là, la réforme des retraites, par exemple, hein, Mm. c'est l'exemple que je cite le plus fréquemment, mais parce qu'il est parlant pour vos auditeurs. Donc, je, à ma connaissance, le groupe Ciotti n'est pas apparenté, n'est pas absorbé. Il se posera peut-être des questions sur certains élus d'un point de vue individuel. Vous voyez, demain, par ma configuration, demain, si pour X ou Y raison je deviens député, peut-être je serai apparenté à un groupe et je siégerai dans l'autre. Mm. Mais c'est, euh, pour moi, le plus important, c'est que nos idées puissent continuer à s'incarner indépendamment de tout appareil politique. Euh, et après, bien sûr, il y aura des votes communs. J'en suis fermement convaincu, puisque de toute façon, c'est la volonté des présidents de groupe qu'il Mm. y ait ce rapprochement-là. Mais n'empêche que c'est quand même sympa que le groupe UDR puisse conserver une ligne indépendante, Mm. tout en étant un allié du groupe RN. Et alors tout à l'heure, vous parliez justement du consensus, hein, sur le terrain. Vos militants, vous, ont accueilli votre décision de façon, bah voilà, enfin ils étaient totalement d'accord, réjouis, je pense, par cette idée, ce que vous avez dit. Mais pourtant, alors après le second tour, on a parlé d'une certaine manière d'une élection volée, hein, pour le Rassemblement national qui a rassemblé donc le plus de voix, mais pas le plus de sièges et surtout aucun poste clé à l'Assemblée nationale. Alors, quelle a été, vous, votre réaction justement au lendemain de cette victoire? Est-ce qu'elle est un peu mitigée? Alors, je pense que malheureusement, le suffrage dans lequel s'inscrit l'élection législative, euh, n'étant pas à la proportionnelle, a pu être interprété par les Français, et je le comprends tout à fait, parce que ça a été aussi mon ressenti, comme un vote confiscatoire. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, 11 millions de voix et que vous n'avez qu'un tiers de la représentation en additionnant au maximum, et encore un quart, Mm. forcément, ça peut créer une frustration. Maintenant, ce sont les institutions de la Ve République qui prévoient ce mode de scrutin. Nous savons, vous le savez très bien, que il y a un bloc de constitutionnalité qui est assez, je dirais, perméable en France, et qu'il est constamment arrosé de normes européennes. Donc c'est vrai que aujourd'hui, c'est une question que j'entends revenir assez fréquemment. Est-ce qu'aujourd'hui, ce système-là n'est pas un petit peu dépassé? Alors, c'est pas à moi d'en juger personnellement. Moi, ce que je regrette, en effet, c'est plus, outre le mode de suffrage qui, est, euh, qui est le suffrage conventionnel, hein. Mm. Ce que je regrette, c'est d'avoir vu des amis chez LR mettre sur leur affiche de campagne le logo Horizon et Renaissance pour Oui. être élu. Ça, je le regrette. Ce que je regrette, c'est d'avoir vu des Xavier Bertrand appeler à voter pour des candidats communistes. Ça, je le regrette. Mm. Ce que je regrette, c'est d'avoir aujourd'hui un groupe LR à l'Assemblée qui donne 60 députés élus, et puis il y a quasiment une vingtaine de députés qui sont partis chez Horizon et chez Macron dès qu'ils ont Ouais. été élus avec l'étiquette LR. Voilà, la sensation constamment, en fait, que l'électorat n'est pas respecté. Mm. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, dont les gens vraiment n'en peuvent plus. C'est la sensation de voir que leurs idées n'arrivent plus à s'incarner, que les gens Mm. pour qui ils votent leur manquent de respect par la suite. Voilà,
Je crois il y a eu une vraie frustration, une vraie déception après cette élection. Maintenant, il faut quand même voir le côté positif de la chose. Euh, Par exemple, pour le Rassemblement national, en 2021, il n'avait, je crois, que 6 députés à l'Assemblée. Ils sont sortis renforcés avec un groupe de 90 et aujourd'hui, en additionnant le groupe LRRN, nous arrivons quasiment à 150 députés. Oui. Donc, il y a quand même, LR Ciotti évidemment, il y a quand même là aussi une marge de progression. Mm. Et puis, il faut peut-être aussi saluer le courage de Jordan Bardella d'avoir dit en pleine campagne, si de toute façon je n'ai pas la majorité, n'accepterai pas la charge de Premier ministre. Il Mm. fallait quand même oser le dire en pleine campagne. Moi, c'est ce que j'apprécie chez ces gens-là, c'est qu'ils ont l'honnêteté de dire les choses. Voilà. Alors évidemment, c'est toujours perfectible parce que le RN, c'est un parti qui est plein de bonnes intentions, mais qui est en train de monter en puissance et qui se structure petit à petit. Mm. Donc il peut y avoir encore des choses, évidemment, mais nulle part les choses ne sont parfaites. Mais je crois qu'il y a un vrai gage d'espérance autour de cette alliance et autour du Rassemblement national aussi aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de Premier ministre, justement, on va en parler parce que malheureusement, l'actualité politique reste compliquée, crise institutionnelle grave depuis déjà 3 mois. Et le nom de Thierry Baudet est maintenant sur toutes les lèvres. Alors, pour certains, comme Wikipédia, tout simplement, il est déjà Premier ministre. Voilà. On irait donc vers un gouvernement technique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette solution? Est-ce que ça vous surprend? Ben, c'est toujours pareil. Alors, on nous présente Thierry Baudet comme une solution, j'ai envie de dire, inodore et incolore, hein. Mm. C'est un peu comme ça que ça a été présenté. Sauf que moi, j'ai mené ma petite enquête. Alors, je ne suis pas non plus un investigateur hors pair, mais j'ai rapidement vu qu'il avait appelé à soutenir des candidats de la ligne NUPES, enfin, NFP, des communistes, des LFI. Écoutez, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron divise d'un côté, casse de l'autre, se sert un peu là où il veut, et puis au final, il nous met en place des personnes euh, qui, pour moi, ne sont pas valables à ces postes-là. Et je vais vous dire aujourd'hui, s'il voulait un gouvernement technique et technocratique, Mm. il aurait mieux fait à la rigueur de se rapprocher euh, pas d'une Christine Lagarde, vous voyez, enfin, Mm. de quelqu'un qui était vraiment sorti de la vie partisane, qui était vraiment sorti, qui était vraiment dans la technicité pure aujourd'hui. Voilà, là, en fait, on a un militant pour moi. Oui. Il fait pareil localement, hein. Vous savez, Emmanuel Macron, dans le Var, il a mis en place un préfet. Franchement, il y a 8 circonscriptions dans le Var, mais le préfet est le 9e député du Var, hein. Ah oui. Voilà. Donc, il vous présente des lignes de personnalités qui sont censées ne pas être politisées, mais en fait, Emmanuel Macron, ce que je vois, c'est que il mène une politique de déconstruction depuis le début. Et finalement, Et je pense que ça va continuer. d'une certaine manière, c'est aussi pour montrer sa toute-puissance. C'est lui qui décide, comme vous le disiez, pour le préfet dans le Var, Ouais. encore une fois là. Ce qui est normal, c'est lui. Après, c'est lui qui nomme. Donc forcément, Mm. il va prendre des gens qui lui sont favorables. Je le comprends bien. Mais le fait de présenter une solution technocratique après avoir consulté tous les partis politiques, Mm. en plus, en creusant un peu, on se rend compte que cette personne-là est politisée, hein. Mm. Bon, moi, Militant de je vous gauche, dis, anti-Rassemblement national, il a manifesté contre la loi immigration en décembre, celle qui avait été évidemment réécrite par j'ai vu. par le Rassemblement national, pro-euthanasie. Enfin, la liste est longue. C'est vrai qu'on va pouvoir se pencher sur le profil de Thierry Baudet dans les jours à venir si sa nomination se confirme. En tout cas, éviter la cohabitation, peut-on penser que voilà, c'est une bonne idée entre guillemets. Disons qu'en face, nous avions quoi? Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, peut-être Lucie Castet, vous qui êtes justement issu des LR. Voilà, le nom de Xavier Bertrand, est-ce que en tant qu'ancien LR, ça vous aurait davantage réjoui? Ah, disons que Xavier Bertrand, c'était pour moi d'un point de vue, c'était une moins mauvaise solution. Voilà, c'était Oui. pas mieux, mais c'était une moins mauvaise solution quand même. Mm. Maintenant, c'est toujours pareil. Euh, où est dans tout ça le respect de l'électorat? Mm. Voilà, je me pose la question parce qu'aujourd'hui, quand
Vous avez votre nouveau leader, donc Laurent Wauquiez, qui dit pas de pacte de gouvernance, et qu'on a encore un ténor de la droite qui va dans le bureau d'Emmanuel Macron pour négocier un poste de Premier ministre. Moi, je me dis, les gens doivent se dire, mais ce parti, les Républicains, dès qu'ils peuvent, ils se vendent pour un plat de lentilles, quoi. Et on ne peut pas leur donner tort pour ça. C'est d'ailleurs ce qui gêne énormément de cadres, d'élus, mais qui sont moins médiatisés, qui ne sont pas des barons. Voilà, c'est qu'en fait, il y a une prise en otage. Voilà. Et Xavier Bertrand, c'est, pour moi, en se comportant ainsi, c'est un preneur d'otage aussi. Oui, Laurent Wauquiez d'ailleurs a été lui-même élu, vous le disiez tout à l'heure, avec les voix de la gauche, avec le barrage au second tour. Justement, est-ce que pour respecter l'électorat, alors certains, notamment en l'occurrence le NFP, appellent à la destitution d'Emmanuel Macron par l'article 68 de la Constitution. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou c'est un piège ? Non, moi, vous savez, je suis absolument pour la raison et je suis contre les idées que je qualifierais de révolutionnaires. La destitution d'Emmanuel Macron, c'est la fragilisation quand même de nos institutions. Il n'est jamais glorieux, je pense, au niveau international, de voir un pays qui destitue un président de la République, que l'on ne respecte pas forcément l'homme pour l'ensemble de son œuvre, je peux le comprendre, mais il faut respecter la fonction. Emmanuel Macron a été élu, c'est le président des Français. Moi, je pense qu'il n'y a que lui qui puisse se destituer lui-même, mais ce n'est pas pour moi une solution qui apportera de la stabilité, de la pérennité. Les gens ont besoin aujourd'hui d'apaisement, ils ont besoin qu'on les tranquillise, qu'on les rassure. Je trouve que c'est pas rassurant de voir son président destitué du jour au lendemain. Oui, et le Rassemblement national du même côté, alors j'imagine que donc à droite ne voterait pas, ne soutiendrait pas l'appel à la destitution. Entre à droite et le Rassemblement national, est-ce que vous savez quelle a été leur position ? Non. Malheureusement, là, je parle en mon nom. Je peux pas parler au nom de ces deux formations parce que je n'ai pas la position aujourd'hui. Mais par contre, parce que je crois que les partis, au fait, effectivement, ne se sont pas encore prononcés, si je me trompe pas. C'est ça. Il y a eu des avis personnels, oui. Pour connaître quand même Éric Ciotti, Éric Ciotti est quelqu'un de cohérent qui souhaite lui aussi, je pense, la pérennité de nos institutions et pas la fragilisation de ces dernières. Évidemment, on combattra toujours fermement Emmanuel Macron sur le projet, sur le fond, sur les idées, mais je ne sais pas si aujourd'hui une mesure qui sèmerait le chaos, parce que tout ce qui se fait dans l'emportement ne peut pas être forcément efficace. Donc ça voudrait dire programmer de nouvelles élections, ça voudrait dire encore, je pense, des décisions un petit peu trop hâtives. Il ne faut pas que ça renforce justement ce NFP, il ne faut pas que ça renforce le désordre. Oui, que ça légitime finalement leur appel et leur injonction et leur volonté de prendre la place dans le paysage politique. Et justement, est-ce que vous pensez que les liens avec, alors déjà locaux, parce que vous êtes quand même au local dans le Var, mais aussi au national, est-ce que les liens avec les militants, les élus de l'extrême gauche, du NFP, peuvent encore... est-ce qu'un dialogue est encore possible ? Vous, sur le terrain, comment ça se passe avec eux ? Alors, étonnamment, moi, j'arrive bien à dialoguer avec eux, c'est bien. Localement. C'est surprenant ce que je vous dis là. C'est très important, je trouve ça intéressant. Il y avait dans ma circonscription une candidate qui s'est représentée cette année, qui s'appelle Isaline Cornil. Avec elle et ses équipes, on a toujours fait des campagnes respectueuses. Évidemment, on s'est déjà écharpé sur des plateaux télé en débat, mais vous savez, moi je suis quelqu'un de républicain. Je respecte une personne qui ose coller sa tête sur une affiche et qui se présente. Maintenant, on a des désaccords de fond, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'écouter. Voilà, et je crois qu'on gagne aujourd'hui justement à écouter l'autre dans ses différences. Pour moi, le NFP balance des inepties sans fond. Moi qui suis chef d'entreprise, quand il parle du SMIC à 1006, ça me fait bondir parce qu'en fait, on pourrait tout simplement alléger les charges patronales et ça permettrait d'augmenter naturellement les emplois plutôt que d'augmenter le SMIC et d'augmenter les charges. Je peux vous donner plein de mesures comme ça où je ne suis pas d'accord avec eux, absolument pas. Mais ça n'empêche pas de respecter, parce qu'en respectant ces gens-là, on respecte aussi les gens qui votent pour eux. Voilà, moi, c'est surtout ça le plus important. Et quand je parle à un élu du NFP, quand je parle à un élu du centre, je parle aussi aux électeurs de ces gens-là. Et je me dis, ces gens-là ont des partisans, ont des soutiens. C'est important de les respecter. On va finir sur ce mot de la fin, Julien Argenteau. Merci infiniment pour votre présence ce matin pour ce grand entretien politique. Alors je rappelle que vous êtes donc le suppléant de la députée Rassemblement National Laure Lavalette. Vous êtes issu des Républicains et vous êtes maintenant
membre de l'UDR, l'Union des droites pour la République. Alors on sera très content de vous recevoir à nouveau pour parler de ce grand mouvement, de parler du Var à notre antenne. Donc à très bientôt.